imagine un jeune homme de 20 ans. Un prince devenu roi du jour au lendemain, un stratège qui n'a jamais perdu une seule bataille, un visionnaire qui a façonné un empire si vaste qu'il semblait avaler l'horizon. Son nom résonne encore comme un tonnerre à travers les siècles, Alexandre le Grand. Et aujourd'hui, vous allez découvrir non seulement comment il a conquis le monde, mais surtout pourquoi son mythe continue de défier le temps. Avant de plonger dans cette épopée, pensez à vous abonner. Ici, on explore les destins qui ont changé le monde et les secrets qu'ils ont laissés derrière eux. Alexandre n'est pas né pour être ordinaire. Il est né pour être une légende. Fils du roi Philippe II de Macédoine et d'Olympias, une reine au caractère aussi brûlant que les mythes qu'elle vénérait, Alexandre grandit dans une atmosphère où le pouvoir, la guerre et les dieux se mêlent en permanence. Et pour façonner son esprit, son père lui offre un maître, pas n'importe lequel, Aristote, le philosophe des philosophes. Alexandre apprend très tôt que le monde n'est pas seulement un territoire à parcourir, c'est un territoire à comprendre. Il étudie l'Iliade d'Homère, rêvant de ressembler à son héros, Achille. Cette éducation forge un jeune homme à la fois brillant, stratège et philosophe, un conquérant qui pense, qui observe et qui ne laisse rien au hasard. Cette double nature, celle du guerrier et du penseur, sera la clé de toutes ses victoires futures. L'un des premiers exploits d'Alexandre n'a rien d'une bataille. C'est une rencontre. Un cheval noir, sauvage, indomptable, bucéphale. Aucun soldat n'arrive à l'approcher. Philippe II s'apprête à renoncer. Mais Alexandre, lui, observe. Il remarque un détail que personne n'a vu. Il comprend que l'animal n'a pas peur des hommes. Il a peur de son ombre qui danse frénétiquement devant lui. Alors, avec un calme déconcertant pour un jeune garçon, il s'approche doucement de Bucéphale et le tourne vers le soleil, pour que son ombre soit derrière lui. Et le miracle se produit. Le cheval se calme, instantanément. À seulement 12 ans, Alexandre monte l'animal que tous croyaient impossible à maîtriser. Il devient le seul maître de Bucéphale qui l'accompagnera dans toutes ses campagnes, jusqu'au bout du monde connu. Son père, ému et stupéfait par cette démonstration d'intelligence, lui dit alors « Mon fils, cherche-toi un royaume à ta mesure. La Macédoine est trop petite pour toi. » Et il avait raison. Cette phrase prophétique scellait le destin d'un conquérant hors du commun. En 336, avant J.C., la tragédie frappe. Philippe II est assassiné. Le royaume est en danger, les ennemis se réveillent, les cités grecques, comme Thèbes, se rebellent, croyant le jeune roi trop faible pour régner. Alexandre n'a que 20 ans, mais il agit avec une rapidité foudroyante. Il écrase les révoltes avec une brutalité calculée, sécurise les frontières et impose son autorité avec une détermination glaciale. En quelques mois, il devient non seulement roi de Macédoine, mais aussi chef de la Ligue de Corinthe, maître incontesté de la Grèce. Son objectif est clair, terminer ce que son père avait commencé. Envahir l'empire perse, le plus vaste et le plus riche du monde. Ce n'est plus seulement un projet, c'est une promesse faite à son père et à son peuple. Il rassemble son armée, des vétérans aguerris et des jeunes soldats pleins d'ambition, prêts à se lancer dans la plus grande aventure militaire de l'Antiquité. En 334 avant J.C., Alexandre traverse l'Hellespont avec environ 40 000 hommes. Il pose le pied en Asie et lance une phrase devenue mythique « Je prends l'Asie comme un don des dieux ». La première grande bataille l'attend au bord de la rivière du Granique. Les Perses l'attendent sur les hauteurs, en position de force. Contre l'avis de ses généraux qui lui conseillent d'attendre, Alexandre charge en premier. Casque brillant, lance en avant. C'est un coup de génie, une manœuvre audacieuse qui surprend totalement l'ennemi. La victoire est totale et fulgurante. Puis vient Issos en 333, où il affronte pour la première fois le roi perse Darius III en personne. Les deux armées se font face dans un chaos de poussière et de cris. Alexandre, à la tête de sa cavalerie, analyse le champ de bataille, repère une faiblesse dans la ligne perse et fonce droit vers Darius. Pris de panique, le roi des rois abandonne son char, sa famille et son armée et s'enfuit. Le message est clair. Le souverain du plus grand empire du monde a peur. Enfin, en 331, la bataille décisive, Gaugamel. Darius aligne une armée gigantesque, peut-être 10 fois plus nombreuse que celle d'Alexandre, avec des chars à faux et des éléphants de guerre. La nuit précédant la bataille, Alexandre dort paisiblement.
Il ne compte pas sur le nombre, mais sur sa stratégie. Il utilise une tactique audacieuse, feintant une attaque sur le flanc pour créer une brèche dans le centre de l'armée perse. Il s'y engouffre, fonce une nouvelle fois vers Darius, qui fuit à nouveau. L'armée perse, privée de son chef, se disloque. L'empire perse s'effondre. Alexandre devient maître d'un monde qui semblait inatteignable. Alexandre entre à Babylone, non pas en barbare, mais en libérateur et en héritier. Il adopte certains usages perses, se présente comme le successeur légitime de Darius, et rêve d'un empire où Grecs et Orientaux vivraient ensemble. Cette politique de fusion est une idée révolutionnaire pour l'époque. Il fonde des dizaines de villes à son nom, dont la plus célèbre, Alexandrie, en Égypte, destinée à devenir un phare de la connaissance et du commerce pour les siècles à venir. Pour sceller cette union, il encourage les mariages mixtes entre ses soldats et des femmes perses, et organise lui-même une cérémonie massive, les noces de Suse. Mais cette vision ne plaît pas à tout le monde. Ces officiers macédoniens, qui se voient comme des conquérants supérieurs, murmurent. Certains complotent contre lui. La paranoïa s'installe et des proches, comme son général Parménion, tombent sous son glaive. Alexandre veut unir les peuples. Mais il divise ses propres hommes, tiraillés entre son rêve d'un empire cosmopolite et la loyauté de ses compagnons de la première heure. Mais Alexandre ne s'arrête pas. Son ambition est sans limite. Toujours plus loin, toujours plus haut. Il se lance à la poursuite des assassins de Darius et pousse ses conquêtes jusqu'aux confins du monde connu. Alexandre franchit les montagnes de l'Hindu-Kush, en Afghanistan actuel, affronte des climats impossibles, des peuples inconnus et farouchement indépendants. En 326 avant J-Pomsé, il atteint l'Inde et fait face à un nouvel adversaire redoutable. Le roi Poros et ses éléphants de guerre, de véritables tanks antiques. La bataille de l'Hydaspe est l'une des plus difficiles de sa vie. Ces hommes sont terrifiés par ces bêtes gigantesques. Malgré une pluie torrentielle et un terrain boueux, la supériorité tactique d'Alexandre fait la différence. Il gagne. Mais il est si impressionné par le courage et la dignité de son adversaire vaincu qu'il lui rend son royaume et en fait un allié. C'est aussi ça, Alexandre, un conquérant implacable, mais capable d'admirer la grandeur chez l'autre. Pourtant, après des années de guerre ininterrompue, ses soldats sont épuisés. Au bord du fleuve Iphaz, ils refusent d'aller plus loin. Ils veulent rentrer chez eux. Alexandre, le cœur brisé, tente de les convaincre, mais doit finalement accepter de rebrousser chemin. Le rêve de conquérir le monde entier s'arrête là. Le retour est une épreuve terrible, notamment la traversée du désert de Gédrosie, où une partie de son armée périt de soif et de faim. Alexandre revient à Babylone, mais quelque chose a changé. Il est plus sombre, plus inquiet, plus obsédé par son statut divin et son destin. Il prépare de nouveaux projets encore plus grandioses, une flotte gigantesque pour explorer et conquérir l'Arabie, de nouvelles expéditions. Il veut continuer à repousser les limites de son empire et de la connaissance humaine. Mais le destin, ou peut-être son propre corps, en décide autrement. En 323 avant J-Bomsé, après un banquet, Alexandre tombe malade. Une fièvre intense le consume, des douleurs atroces, un affaiblissement rapide. Pendant 10 jours, le conquérant du monde lutte contre un ennemi invisible. Sur son lit de mort, ses généraux, déjà prêts à se disputer le pouvoir, lui demandent « À qui laisses-tu ton empire ?» Sa réponse murmurée est énigmatique. « Au plus digne. » Puis, il s'éteint. À seulement 32 ans. La cause de sa mort reste un mystère. Maladie, empoisonnement, nul ne le saura jamais, ne le saura. L'empire d'Alexandre ne lui survit pas. La réponse, au plus digne, est une étincelle qui met le feu aux poudres. Ses généraux, les diadoques, se déchirent immédiatement le vaste territoire qu'il a conquis. Les guerres de succession durent des décennies. Son empire se disloque. Sa famille est assassinée. Ses rêves d'un monde unifié s'effondrent dans le sang et la trahison. Mais son héritage, lui, ne disparaît pas. Au contraire, la culture grecque, sa langue, ses sciences, ses arts, sa philosophie et son architecture se répandent dans tout l'Orient, de l'Égypte à l'Inde. Cette fusion unique entre les civilisations grecques et orientales donne naissance à une nouvelle ère. Le monde hellénistique,
qui durera près de 300 ans. Les villes qu'il a fondées deviennent des centres culturels et commerciaux florissants. Alexandre n'a pas seulement conquis des territoires, il a semé les graines d'un nouveau monde, il a conquis le temps. Alexandre le Grand n'a vécu que 32 ans. Mais en 12 ans de règne, il a changé la face du monde. Il a repoussé les limites du possible, devenant une source d'inspiration pour les plus grands leaders de l'histoire, de César à Napoléon. Il a laissé derrière lui un héritage complexe, celui d'un conquérant visionnaire et d'un tyran paranoïaque. Un héritage qui continue de nous fasciner aujourd'hui. Si vous voulez découvrir d'autres destins incroyables, d'autres mystères et d'autres histoires qui défient l'imagination, alors abonnez-vous et activez la cloche. Ici, chaque semaine, on explore les secrets du passé pour mieux comprendre le monde d'aujourd'hui. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.